Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers abonnés de ma chaîne YouTube, soyez les bienvenus dans la mesure où je l'ai alerté. Ce sera une édition spéciale uniquement sur la chaîne YouTube parce que Facebook, aujourd'hui, nous n'avons pas les possibilités par rapport à d'autres activités aussi, par rapport à quelques soucis techniques que nous pouvons avoir. Donc, j'espère également que ça permettra à beaucoup d'autres qui sont sur la page Facebook, qui connaissent souvent pas mal de problèmes, de pouvoir s'abonner sur la chaîne YouTube qui est disponible, qui est libre d'accès à tout le monde. Vous ne déboursez pas un centime. Ceci étant, je salue également tous ceux qui sont des lecteurs du journal panafricain www.koufran.com, sans aussi oublier LB qui nous accompagne sur le plan vestimentaire, et aussi la Ribambelle, le bataillon des fourmis magnans, toujours d'attaque pour ce soutien à la vérité, à la parole et surtout aux dénonciations. Les dossiers noirs, édition spéciale, édition un peu raccourcie, eh bien, c'est parti à l'instant. « 10 septembre 2022, une date historique pour la culture, la musique africaine en général, la musique camerounaise en particulier. Lady Ponce à l'Olympia, j'ai fait beaucoup d'annonces et beaucoup d'autres personnes également de bonne foi voulant relever la culture camerounaise, africaine, ont décidé également de mettre la main dans la pâte pour que le succès de Lady Ponce à l'Olympia soit total. Que ce soit les journalistes, les animateurs, ou encore ce qu'on peut appeler tous ceux-là qui sont dans le rôle, qui ont le rôle dans les réseaux sociaux, tous ont mouillé le maillot pour que cet événement puisse avoir une grande envergure. Blogueurs, blogueuses, tous unis pour une fois, ont obtenu un résultat et montré devant le monde entier que le Cameroun, malgré tout ce que nous pouvons avoir comme des différences politiques, lorsqu'il s'agit de la culture et du sport, nous pouvons nous unir parce que c'est encore des socles de notre nation. C'est aussi le socle de notre continent parce que la musique n'a pas de frontières, la musique n'a pas de langue, la musique traverse tous les cœurs et berce tous les cœurs. Eh bien, le concert de Lady Ponce, disais-je, c'est donc un succès phénoménal, dans la mesure où l'Olympia a finalement dit « Stop, on ne peut plus » parce que c'est la salle qui n'a plus de place. Plein total. Pour une fois, on voit donc un artiste ou une artiste camerounaise qui remplit une salle de spectacle digne de ce nom, et le spectacle à guichet fermé est déjà une preuve d'une réussite internationale. Pas de billets donc pour des retardataires, parce qu'ils sont venus de toute la planète entière, que ce soit en Angleterre, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Australie et même en Sibérie. Et ils se sont déplacés pour venir soutenir Lady Ponce, l'étoile montante de la musique africaine, qui aujourd'hui a donc réussi son véritable pari à entrer toute vivante encore
dans le panthéon des grands noms de la musique internationale. Pas de billets donc pour des retardataires, un spectacle incroyable pour tous ceux qui ont acheté leurs billets et qui se sont mis en rang tels des fourmis pour aller voir ce déhanchement de cette fille, de cette femme, de cette dame à la voix langoureuse, berceuse et surtout au coup de rein volcanique et élastique, pouvant pratiquement mettre quelqu'un en extase ou alors attraper une crise cardiaque. Lady Pons à l'Olympia, c'est d'abord ce qu'on peut dire, atteindre le sommet dans un endroit où ce n'est pas n'importe qui va là-bas. Lady Pons n'est pas la première Camerounaise à y aller, mais fait partie de la crème, puisqu'on se souvient que l'un des plus grands musiciens du Cameroun, du monde entier, Manu Dibango, c'est justement à l'Olympia qu'il a fêté ses 80 ans. Nous étions alors le 4 mars 2014. Manu Dibango était entouré de la crème de la crème. Pas de musicien camerounais à côté de lui. Mais cependant, on n'oubliera pas que 2 ans plus tard, une autre talentueuse artiste camerounaise y avait mis ses pas et sa voix, Charlotte Dipanda, et ça tombait net également le 10 septembre. 10 septembre 2016, à côté d'elle, elle avait aussi une actrice très engagée, une artiste très engagée, en la personne de Caresse Fosso, qui avait aussi presté ce jour-là en solidarité, montrant jusqu'où le Cameroun avait des génies, jusqu'où l'Afrique avait des femmes dignes de ce nom, pouvant rivaliser avec n'importe qui. On n'oubliera pas également que des icônes comme Anne-Marie Ndiaye y ont mis pied, même si c'est tardivement, tout comme aussi on saluera X Malaya, qui avait également réussi à faire une prestation digne de ce nom. C'est le moment historique dans la vie d'une nation parce que les artistes sont des porte-flambeaux, sont des ambassadeurs. Lady Pons, donc, est sur le pas des grands, des géants, de ceux qui ont fait la musique, ceux qui vivent et ceux qui sont morts. Lady Pons s'inscrit dans la dynamique de ces femmes qu'on aimerait écouter toute une journée, toute une semaine, tout un mois, toute une année, sans se lasser. À la façon de celle-là qui, en 1955, jouait déjà à l'Olympia, Edith Piaf, et qui justement avait aussi fait que par sa voix, elle soit connue et qu'elle ait une notoriété internationale. C'est aussi à l'Olympia qu'on a découvert un talent incroyable venant de l'Afrique. Elle venait de l'Égypte et on l'appelait Dalida. Elle avait se déhanché à la façon Lady Pons de telle sorte que à la descente du podium, elle avait signé tous les contrats pour la mener un peu partout et avec la chaîne Europe 1. C'est aussi à l'Olympia qu'on avait vu des femmes telles Vanessa Paradis en 1996, en 1998 également se produire et séduire. Vanessa Paradis, oui, c'était aussi le vrai paradis de la musique parce que quand elle se produisait là-bas, elle avait attendu beaucoup d'années avant d'y aller. Parce que l'Olympia, c'est sélectif, c'est un endroit emblématique de la culture, de la musique en France, où tous les grands noms sont passés et ont marqué leur temps. Nous pouvons parler
par exemple, de quelqu'un comme Johnny Hallyday, qui est connu dans le monde entier et qui, en 61, était déjà en train de faire une prestation d'enfer à l'Olympia. Et en 2000, il déclarait qu'il n'a pas vu une salle avec autant de proximité, autant de chaleur que l'Olympia, lui qui avait déjà fait le monde entier. Et d'ailleurs, à l'Olympia, dans les années 2000, Johnny Hallyday y avait donné une quarantaine de concerts. Même d'autres figures, tels les Jacques Brel, Georges Brassens, sont aussi passés là à l'Olympia, ou les Michel Sardou. On peut aussi les citer. On fait un véritable récital dans cette salle où toutes les personnalités y vont et où tous les grands artistes du monde entier rêvent d'y aller. Oui, même le grand Michael Jackson, c'est par l'Olympia qu'elle a réussi à traverser l'Europe ou à pénétrer l'Europe. Michael Jackson était encore tout petit et il était dans un groupe qu'on appelait le Jackson 5 qui faisait déjà 30 000 places à San Francisco. 30 000 places remplies. C'est-à-dire qu'ils allaient dans des stades, un groupe de jeunes qui cartonnaient aux États-Unis, qui étaient numéro 1 hit parade. Michael Jackson, à cet âge-là, n'avait que 13 ans lorsque le 6 novembre 1972, elle s'était présentée à l'Olympia pour un spectacle qui avait duré tout simplement 1 heure, mais c'est à partir de là qu'elle a réussi à conquérir l'Europe en faisant un tour, mais la première salle où il a eu à se produire, c'était bel et bien donc l'Olympia. L'Olympia n'est donc pas n'importe où, et ce n'est pas n'importe qui y va, parce que beaucoup, parfois, préfèrent dire « Qu'est-ce que Lady chante ?» Oui, elle chante les histoires de sous-quartier. Mais j'oublie, comme j'ai toujours dit, les Georges Brassens, qui n'ont fait que chanter les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, eh bien, ils ont été aimés par tous les Français. Et c'est à l'Olympia qu'ils se produisaient. Mais chez nous, beaucoup ont voulu que ce spectacle foire. Beaucoup l'ont dénigré, beaucoup l'ont rabaissé, beaucoup l'ont ramené à des histoires de vie privée, comme si son talent était en fonction de sa vie privée, oubliant que même les Johnny Hallyday avaient leur vie privée qui n'avait pas autant brillé, mais que c'est le talent qui parle, que c'est ce que tu as dans ton intérieur, cet esprit, la flamme que tu as, que tu transmets. Et Lady, ce n'est pas n'importe qui va donc à l'Olympia, comme j'ai dit, et qui remplit l'Olympia pour que le spectacle se passe complètement à guichet fermé. Et à quel prix? Lorsqu'on sait que de grandes figures, ils sont passés pour 30 €, 50 €, 70 €. D'ailleurs, c'était le plus gros prix à payer pour Manu Dibango, mais pour Lady Pons, les billets qui étaient à 100 € sont montés dans le marché noir à 400, voire 1000 € pour aller voir Lady Pons avec des personnalités venant d'autres communautés, d'autres races, venant de la Chine, venant de l'Europe, venant des États-Unis. C'est donc dire que ce que nous négligeons, les autres savent les apprécier. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. Ou bien avec la sortie de Lady Pons, le triomphe de Lady Pons à l'Olympia, ça va encore permettre à la musique camerounaise de pouvoir monter un autre grade. Ça permettra aux autres artistes de rêver grand, de voir grand, et de savoir que le spectacle ne se limite pas tout simplement à Carrousel, ne se limite pas tout simplement à aller jouer le mendiant au quartier. Le mendiant peut bien être transporté à l'Olympia. L'essentiel, c'est de vendre la culture, comme l'avait déjà fait à l'époque les têtes brûlées. Oui,
Lady Ponce mérite d'être félicitée parce qu'elle représente le Cameroun. Elle est ambassadrice du Cameroun. Elle devrait être honorée. Mais malheureusement, les artistes camerounais ne sont pas reconnus par nos autorités, ne sont pas reconnus par le gouvernement. Comment peut-on comprendre que jusqu'à présent, les artistes camerounais ne soient pas désignés ambassadeurs? Regardez ce qui se passe ailleurs. Ils ont ces passeports-là parce qu'ils représentent quelque chose, la culture. Oui, au moment où Lady Ponce est en train de se produire à l'Olympia, quelque part en Guinée, c'est Grand P. Grand P qui lui reçoit des mains du chef de l'État, le colonel Doumbouya, le passeport diplomatique. Il qualifie maintenant Grand P comme étant l'ambassadeur de la culture guinéenne. Grand P, soit dit en passant, n'a été connu que par sa maladie et à travers des réseaux sociaux en 2019. Mais il a déjà été reçu par toutes les autorités guinéennes, y compris par le chef d'État, à qui il a demandé le passeport diplomatique et il l'a obtenu. Comment se peut-il qu'un artiste comme Manu Dibango qui a gardé son passeport camerounais n'ait pas pu obtenir un passeport diplomatique? Comment se peut-il qu'un artiste comme Richard Bona, on lui refuse même pas le passeport diplomatique, mais tout simplement le simple passeport ordinaire, on le lui refuse? Comment comprendre que des artistes comme Francis Bébé, qui ont séduit le monde entier, qui ont été écoutés, ne puissent pas bénéficier d'un passeport diplomatique? Comment comprendre qu'un artiste comme André-Marie Kala, qui est connu dans le monde entier, qui a été invité par Houphouët-Boigny, a été transporté dans le même véhicule assis côte à côte avec lui, et reçu par des chefs d'État, tels par exemple Omar Bongo et ailleurs, qu'il ne soit pas honoré dans son propre pays, qu'il ne soit même pas reçu au palais présidentiel? Comment comprendre qu'un artiste comme Elvis Kemayo, qui a parcouru le monde entier, dont on continue à écouter les mélodies, qu'il ne soit pas reconnu dans son pays? Comment comprendre que Kambé Briand, aujourd'hui, soit réduit à mendier peut-être une évacuation sanitaire parce qu'il ne peut pas vivre de son droit d'auteur? Comment comprendre qu'un artiste comme Dedi Eyango, qu'on lui refuse, par exemple, de diriger une société de droit d'auteur sous prétexte qu'il est étranger, qu'il est américain, alors qu'il aurait pu bénéficier d'un passeport diplomatique? Comment comprendre qu'une Grâce des cas ne puisse pas bénéficier, elle qui, malgré le fait qu'elle n'ait pas eu à produire de nouveaux titres, continue à être écoutée de génération en génération? Oui, le problème du Cameroun et le problème de l'art, c'est d'abord nos dirigeants. Regardez une salle comme l'Olympia. Est-ce que l'État du Cameroun est incapable de construire une salle de cette envergure? Mais au Cameroun, il n'y a même pas une seule salle de spectacle respectant les normes internationales. Pas une seule. Et vous diront qu'il y a le palais des sports qui a été construit. Mais le palais des sports, il n'y a pas d'acoustique. Et d'ailleurs, écoutez bien le nom, c'est palais des sports. Et non une salle de spectacle. Le palais des congrès non plus n'est pas adapté pour des spectacles de ce nom. Et d'ailleurs, il a été construit il y a très longtemps, à l'époque d'Amadou Ahidjo, qui d'ailleurs avait un centre culturel camerounais. Le centre culturel camerounais existe-t-il? Non. Existe-t-il une seule académie de musique au Cameroun? Non. Existe-t-il l'opéra? Non. Lady a appris à chanter dans la rue, ou plutôt a hérité des gènes de la chanson de sa maman, un talent transmissible. Elle a appris dans le tas. Et c'est dans le tas qu'elle s'est élevée et qu'elle est maintenant au sommet de son art. C'est un génie. Et de tels génies méritent d'être applaudis. De tels génies ne méritent pas d'être dénigrés ou rabaissés. Les génies, ce n'est pas parce qu'on a eu tous les doctorats du monde, et encore que Johnny Hallyday ne les avait pas, ni même le Michael Jackson ou James Brown. Les génies, c'est ceux-là qui savent produire les œuvres de l'esprit
qui touchent l'esprit, qui marquent un temps de leur histoire et qui peuvent faire que toute une salle se mette dans des vibrations à communier. Oui, la musique adoucit les mœurs. Lady Pons, bravo, félicitations, tu es entré au Panthéon. Au moment où Lady entre au Panthéon, une autre dame, elle aussi, est entrée au Panthéon et on ne parle que d'elle. C'est elle qui fait l'actualité de telle sorte que le monde entier est suspendu et toutes les chaînes de télévision ne parlent que d'elle. Élisabeth II. Élisabeth II, reine d'Angleterre, depuis 1952, est décédée à l'âge de 96 ans, après 70 ans passés sur le trône des reines. Le monde entier est en train de lui rendre un hommage à la dimension de son âge, de son histoire. Elle qui a traversé la guerre mondiale, elle qui également a connu pas mal de papes et beaucoup de chefs d'État, et elle qui s'en va maintenant se reposer à un âge bien avancé. Élisabeth II, c'est aussi notre histoire, parce qu'elle ne concerne pas que les Européens, elle ne concerne pas que l'Occident, elle ne concerne pas que les autres. Parce que Élisabeth II, derrière elle, on peut voir des trésors, on peut voir une richesse hors norme, on peut voir justement aussi une femme qui a entretenu des relations avec les dirigeants du monde entier. Élisabeth II, c'est d'abord la longévité au pouvoir. On peut se dire qu'elle n'aura pas été la seule à avoir 70 ans au pouvoir, puisque d'ailleurs, on pourrait parler du roi de la Thaïlande, Rama IX, qui est mort en 2016 après avoir passé lui aussi 70 ans et 4 mois au trône. Aussi, on pourrait voir quelqu'un d'autre qui a battu tous les records, à savoir Louis XIV, qui a battu le record avec 72 ans au pouvoir bien sonné. Bien sûr que quand on voit cela, on pourrait bien dire, oui, pourquoi est-ce que les Occidentaux donc combattent les régimes africains? Pourquoi est-ce que les Occidentaux ne veulent pas que les chefs d'État africains aussi durent au pouvoir? Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement Élisabeth II qui a duré au pouvoir, dans la mesure où aujourd'hui nous avons aussi la reine du Danemark qui, elle, a déjà fait 50 ans au pouvoir, sans oublier aussi Karl XVI au niveau de la Suède qui est en train d'aller à 48 ans de pouvoir. Il est encore jeune, donc il pourra encore battre un certain nombre de records, puisque nous sommes dans la période des records. On pourra aussi parler d'autres
monarques du monde entier, que ce soit au Japon, où on a vu l'empereur mourir à l'âge, après avoir passé 67 ans au trône, ou même, on pourrait aussi dire que on a aussi vu d'autres tels le sultan de Brunei, au trône pendant presque autant de temps, une cinquantaine. C'est donc dire que aujourd'hui, beaucoup disent que les chefs d'État africains devraient aussi rester là parce que eux aussi, ils méritent les mêmes égards par rapport aux Occidentaux. La seule différence est que, à part le roi de Brunei, qui est exagérément aussi très riche, avec, on le dit d'ailleurs comme le souverain le plus riche du monde, qui assure à la fois le rôle de roi et aussi de premier ministre, tous les autres ne gouvernent pas. Ils ne gouvernent pas. Donc, les premiers ministres changent. C'est les premiers ministres qui font leur gouvernement. Comme justement Elisabeth II vient de voir d'ailleurs la nouvelle Premier ministre qui est venue la saluer alors que elle, 3 jours plus tard, elle devait mourir. Les premiers ministres changent donc. Ce n'est donc pas un pouvoir qui est concentré entre les mains du roi, comme on en trouve en Afrique, où vous avez Paul Biya qui est chef d'État, chef du gouvernement, qui gère tout, qui décide tout, et jusqu'à la justice. Lorsqu'on regarde une certaine organisation également, on va se rendre compte que Elisabeth II aussi, même si elle coûtait quelque chose à l'État, ne détournait pas les fonds publics. Ce n'est pas l'État, elle ne vivait pas sur les fonds publics. Elle ne dépendait pas entièrement de l'État, même si la couronne ou alors ses charges étaient prises en charge. Excusez-moi de répéter ainsi. Elisabeth II, bien au contraire, on peut dire, contrairement aux chefs d'État africains, payait les impôts. Quelqu'un peut me dire, où est-ce que Dos Santos a payé ses impôts? Quelqu'un peut me dire, là où Sassou Nguesso paye ses impôts? Quelqu'un peut me dire, où Obiang Nguema paye ses impôts? Quelqu'un peut me dire, où Paul Biya a versé un seul centime pour ses impôts? Bien au contraire, les chefs d'État africains, eux, ils préfèrent prendre tout l'argent du contribuable et puis ils redistribuent ça comme des dons. Lorsqu'ils construisent un pont, on dit c'est un don du chef de l'État. Lorsqu'ils inaugurent un petit hôpital, c'est un don du chef de l'État. Alors que ce sont les matières premières. Ils prennent cet argent et ils viennent construire des maisons en Europe. Ces maisons qui sont justement saisies, comme aujourd'hui, les biens du fils de Sassou Nguesso, Christelle Nguesso, qui ont été saisis par la justice française, juste parce qu'il pille chez lui, et il va plutôt acheter de grandes maisons en Occident, en France particulièrement, qui transforment en hôtel privé avec des milliards et des milliards. Par la suite, quand ils ne sont plus d'odeur compatible avec la France les saisit. C'est simple. Et c'est un cycle infernal où on a vu les bongos tomber. On voit actuellement, par exemple, Obiang Nguema se débattre avec son fils et où on commence déjà aussi à citer Paul Biya. Cela veut donc dire que nos chefs d'État ne produisent pas. Ils sont des consommateurs et des détourneurs. Alors,
Élisabeth II, lorsqu'on essaie de regarder la fortune familiale, la fortune de ce qu'on peut appeler la cour royale, elle est énorme, puisque elle est d'ailleurs chiffrée à 438 millions de dollars, d'euros plutôt. 438 millions. On ne compte pas les châteaux, puisque rien qu'en la voyant, on ne peut pas imaginer que derrière elle, il y a une fortune avec 17 supermarchés, les éoliens, sans même oublier aussi les joyaux de la couronne et bien d'autres choses. Je ne compte pas de l'équitation, ça c'est des petits revenus. Je ne compte pas d'autres ressources qui peuvent venir de gauche à droite, puisque la couronne royale détient 133 000 hectares de terre. C'est donc énormissime. Et cette couronne royale pèse 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros. Et la couronne royale n'utilise pas cet argent. C'est plutôt aujourd'hui ce qu'on peut appeler, par exemple, comme des biens de la couronne royale, c'est géré par le ministère des Finances, qui redistribue cela à l'État, donc au gouvernement, et une partie à la famille royale, c'est-à-dire 15%. La famille royale retient donc, ou gagne donc, sur le dos de l'État, on peut le dire, peut-être 93 millions pour payer les charges, pour refaire les châteaux, ou alors le palais. Mais cependant, rien que parce que les gens viennent visiter l'Angleterre, rien que parce que les gens viennent visiter la tour de Londres, où sont les joyaux d'Élisabeth II ou de la cour royale, eh bien, ça rapporte à l'Angleterre 500 millions d'euros par an. 500 millions d'euros par an. Ce qui veut donc dire que Élisabeth II, c'est elle plutôt qui donne de l'argent à l'État, puisqu'elle produit. Oui, elle produit. Ce que déjà, elle a, par exemple, les palais ont été récupérés par l'État, mais surtout, comme je l'ai dit, lorsqu'elle reste là, le monde entier vient. Elle ne va pas à l'hôtel intercontinental comme Paul Biya, dépenser son argent là-bas. Elle ne va pas en France pour aller rester dans un hôtel là-bas. Mais bien au contraire, le monde entier quitte et s'en va là-bas au niveau, ne serait-ce qu'à la Baille, où elle a été couronnée et où Charles III également sera couronné. Eh bien, on attend des millions et des millions de visiteurs. Voilà donc la différence entre les vieux rois africains ou bien les vieux présidents africains et ce que l'on appelle ici les rois, que ce soit en Europe, que ce soit même en Asie, Hirohito par exemple au Japon ou ailleurs. Les rois sont d'abord riches. Pas forcément qu'ils ont pillé les caisses de l'État. Mais parfois, ces rois, derrière l'image qu'on nous montre, il y a autre chose qui se cache. Derrière ces figures angéliques qu'on montre, il y a parfois des crimes qui sont faits au profit de leur pays et dont nous, Africains, nous sommes victimes. Oui, les rois occidentaux, qu'ils paraissent innocents ou angéliques, qu'ils soient vénérés
tous, ou quasiment tous, ont pris leur richesse sur le sang africain. Et Élisabeth II, même si elle n'a pas participé, mais tout au moins parce que cette richesse lui a été transmise, tel que les châteaux, au moment où son père, Georges VI, meurt, elle va hériter de ses biens. Or, ces biens viennent d'où? Ces biens viennent de l'Afrique. Cela veut tout simplement dire que lorsqu'on voit certains rois ici, et ils sont partis prendre en Afrique, voler en Afrique, piller l'Afrique, tuer l'Afrique, et leurs descendants profitent aujourd'hui. Nous, en Afrique, nos rois pillent nos pays, volent nos pays, et finalement viennent avec ça ici en Europe, ce qui est totalement aberrant. Élisabeth II, sans vouloir donc faire son procès, parce que tout au moins c'est sous sa houlette que les indépendances ont été obtenues à partir de 1962, mais aussi c'est sous sa houlette qu'on a pu voir des gens comme Mandela sortir de la prison. Mais quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, on n'oubliera pas que ces biens viennent des morts de l'Afrique, du pillage de l'Afrique et surtout des crimes contre l'humanité. Parlant des crimes contre l'humanité, on dit, lorsqu'on est mort, chacun a la formule, que son âme repose en paix. Mais derrière aussi, chaque mort, il y a un réveil. L'histoire qui est belle et l'histoire qui est mauvaise. Et comme je le disais, Élisabeth II sera bien sûr enterrée, va retrouver ses ancêtres qui ont fait beaucoup de mal à l'Afrique. Et elle sera remplacée par Charles III, qui rappelle aussi de très mauvais souvenirs pour l'Afrique. L'Afrique, lorsqu'elle va entendre ce nom résonner, que c'est le nouveau roi d'Angleterre, parce qu'on nous a caché notre histoire, on ne fera qu'applaudir Charles III. Et pourtant, Charles III rappelle tout simplement les mauvais souvenirs de Charles II. Charles II, qu'on peut qualifier comme le pionnier de l'esclavage. Charles II, qui, bien sûr, a succédé à son père, Charles Ier, qui, lui, il faut le dire, l'Angleterre à cette période-là avait quand même connu une transition d'une petite république. Et puis sa tête a été coupée en 1649. Il faut se dire que quand on parle de Charles, de la famille Charles, en Angleterre, nous, Africains, nous devons trembler. Parce que c'est en 1631 que justement, sous les Charles, on a commencé à transporter des Africains pour aller avec eux aux Antilles britanniques. C'était douloureux, puisque entre le XVIIe
et début 19e siècle, selon les historiens, eh bien, la couronne royale a transporté plus de 3 millions d'Africains comme esclaves. Ces esclaves étaient livrés non seulement dans les Antilles britanniques, mais aussi au niveau de l'Amérique du Nord, qui plus tard va devenir les États-Unis d'Amérique. Et contrairement aux autres, comme on parle souvent des Français, quand on parle des Espagnols, quand on parle des Portugais, qui, eux, avaient préféré que ce soit les gens comme ceux qui étaient là, les barons de tels, qui faisaient dans le commerce de l'esclavage, le trafic et tout ça, la traite négrière. Mais c'est la cour royale d'Angleterre qui faisait ce trafic-là. C'est pour ça qu'ils sont immensément riches. Quand on parle de la richesse de la reine d'Angleterre, quand on parle de la richesse de Charles III, ces richesses viennent de l'esclavage, de la traite négrière, parce que la couronne royale était impliquée complètement corps et âme. Les Africains ont souffert, puisqu'à Barbade, jusqu'à présent, on a découvert des fosses communes où les Africains ont été enterrés. L'espérance de vie était à peine de 20 ans. On les torturait, on les maltraitait, on les martyrisait. Ainsi, l'homme africain a souffert pour cette couronne royale d'Angleterre, puisque justement, à une certaine époque même, il y a eu Georges. Quand on vous dit que le père d'Élisabeth II s'appelait Georges, eh bien, c'est justement aussi Georges qui a encore été le premier à dire que non pour la traite négrière. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je ne laisse pas l'esclavage. On va même maintenant alors prendre des Africains de force pour les mettre dans l'armée britannique pour qu'ils aillent combattre. Ça, c'est Georges. Et il ne faut pas oublier que justement, quand on va voir Charles, Charles va créer une société qu'on va appeler la Royal African Society. Et cette société est uniquement faite pour le trafic des esclaves, où il va nommer son frère qui s'appelait William. Vous connaissez le prince William, vous connaissez le prince Charles. Vous voyez donc d'où sortent ces noms-là. C'est William qui gérait donc l'argent de l'esclavage et de la traite négrière. Et voilà, à travers ces trafics de nos aïeux, de nos ancêtres qui ont souffert, comment l'Angleterre s'est tapé une couronne royale que tout le monde applaudit, que tout le monde loue, comme si c'était un sanctuaire saint. Et pourtant, c'est là où le sang a coulé. C'est là où les Africains ont été maltraités, laminés. Et en fin de compte, lorsque justement arrivera qu'on va passer que Charles, pas Charles maintenant, c'est William IV qui meurt, et bien comme cadeau, on va dire, c'est sa nièce qui vient au pouvoir. Elle va s'appeler, et tout le monde le sait, Victoria, l'arrière-grand-mère d'Élisabeth II. C'est donc Victoria qui arrive au pouvoir, enfin, au trône, comme reine. Elle avait 19 ans, donc encore beaucoup plus jeune qu'Élisabeth II, qui est montée au trône à l'âge de 25 ans.
Quand Victoria monte, on dit il n'y a plus d'esclavage à partir de maintenant. Donc, ils se disent que, voilà, on a aboli l'esclavage. Et l'Empire, le Parlement, va d'ailleurs suivre, puisque le Parlement britannique va dire, ok, on va arrêter, mais voilà ce qui va se passer. On va essayer de dédommager ceux-là qui utilisaient des esclaves et qui ne peuvent plus les utiliser. Une loi sera votée pour 20 millions de livres, c'est-à-dire l'équivalent de 500 milliards de dollars aujourd'hui. Ils ont été dédommagés, mais pas les esclaves eux-mêmes. Donc, quelqu'un est parti prendre les Africains. Les gens sont partis prendre les Africains, les ont maltraités. Et par la suite, c'est eux qui sont dédommagés. La famille royale elle-même aussi, elle est dédommagée. Voilà donc comment ça s'est passé. Et quand Victoria a été reine, non seulement il y avait le racisme, mais il y a encore eu un mépris incroyable pour l'homme africain. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour nous venger. Mais il faut dire l'histoire telle qu'elle est. Il ne faut pas la détourner. Il ne faut pas l'embellir. Il ne faut pas embellir ceux qui ont fait cette histoire. Il ne faut pas embellir ceux qui ont hérité du sang des Africains. On ne peut pas embellir et tromper le monde entier parce que l'homme africain ne peut pas revendiquer ce qui lui appartient de droit. Les Africains doivent être dédommagés par rapport à ce qui a été fait. La couronne d'Angleterre, ce qu'ils appellent aujourd'hui Crown Estate, lorsqu'on voit ça, ça vient juste d'un mot d'esclavage, parce que quand ils prenaient les esclaves, ils appelaient ça Negroes of the Crown. C'est ça qui est devenu Crown of State, ce qui veut dire que la couronne, le patrimoine royal. Or, ce patrimoine royal repose, répétons-le, disons-le et revendiquons-le, de la sueur, du sang de nos parents, de nos aïeux. Oui, on ne peut pas effacer l'histoire. On ne peut pas effacer la mémoire. On ne peut pas oublier ce qui s'est passé, même s'il faut pardonner. Aujourd'hui, Charles III, qui est la continuité peut-être de Charles, pas là, peut-être, puisque Charles I, il y a eu, Charles II, et il y a eu, maintenant Charles III. Sans pour autant oublier qu'il y a un William qui lui aussi sera roi. Qu'ils assument leur passé esclavagiste et qu'ils assument et qu'ils cherchent à demander encore et encore pardon aux Africains et que la couronne royale ne revienne pas tout simplement à l'État, mais aussi qu'on puisse faire tout pour que les Africains soient dédommagés de la même manière que les Occidentaux ont décidé que les Allemands les dédommagent suite aux atrocités qui ont eu lieu lors de la guerre mondiale. On ne saurait faire la loi du plus fort et du plus faible, 2 poids, 2 mesures. Si donc certains rois sont puissants,
on pourrait se dire que il y a d'autres également qui sont absents, mais qui sont tout puissants dans les brousses africaines et qui veulent parfois imposer des lois qui ne sont là que pour martyriser leur peuple. Lorsqu'on voit un certain nombre de choses, ces rois ne se sont pas battus contre les leurs. Ces rois sont partis ou alors ont laissé leur armée aller se battre ailleurs pour protéger les leurs. Aller chercher fortune ailleurs pour venir nourrir les leurs. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui au Cameroun de Paul Biya? C'est tout simplement un roi qui se bat contre son peuple. Au moment où la rentrée scolaire vient d'être décrétée par l'État du Cameroun, la guerre fait des ravages dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Bien sûr que beaucoup sont contents de dire « oui, nous allons exterminer les Ambazoniens ». Ils le disent depuis des années, mais rien n'a changé, puisque le sang ne fait que couler. Les Ambazoniens, de par leur gouvernement, ont déclaré des villes mortes, écoles mortes, et ont même décidé de passer à la vitesse supérieure en décrétant que désormais, il y aura 10 jours de villes mortes au mois de septembre à partir du 5 pour s'opposer aux mesures gouvernementales, aux décisions de Paul Biya de faire que il y ait école alors que les gens sont encore en brousse, alors qu'il y a une insécurité totale. Eh bien, le régime a donc voulu défier les Ambazoniens en envoyant tout simplement, non seulement le général Bouba, qui avait eu un certain succès contre Boko Haram, et qu'on croyait qu'il allait résoudre le problème. Mal lui en a pris, la situation ne fait que s'enliser. Et au moment où, exactement le 29 août 2022, Paul Biya demandait un autre renfort, cette fois-ci des forces spéciales, pour aller dans les régions anglophones. Eh bien, c'est là encore où il y a eu une réplique foudroyante. C'est le ministre secrétaire d'État à la présidence, en la personne de Ferdinand Gongo, qui a donc demandé à Joseph Betty Assomon de dépêcher ses forces spéciales pour aller enfin renforcer le BIR, qu'on nous disait pourtant qu'en 48 heures, ils allaient finir la crise dans les régions anglophones. Le BIR était très fort, le BIR était considéré comme la meilleure armée du monde. Eh bien, depuis 2017, rien n'est fini. Et cette fois-ci, on dit force spéciale. Ces forces spéciales viennent d'où? Du ciel? Ça vient des États-Unis? Ça vient d'Israël? Mais non! C'est toujours le BIR. Et puis, c'est ce qu'on appelle le GPIN. C'est-à-dire que le groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie. Ce sont donc les gendarmes qu'on connaît. Ce ne sont donc pas des gens qu'on est parti prendre comme des extraterrestres. Que vont-ils faire? Puisque d'ailleurs, le général Bouba, qu'on a envoyé dans ces régions-là, lui, il a fait la guerre presque dans un semi-désert. Mais là-bas, dans les régions anglophones, c'est une brousse épaisse, c'est des montagnes où l'armée n'a pas une certaine visibilité. C'est exactement le même piège qu'on a connu au Vietnam, que les Américains ont connu au Vietnam, ou encore en Afghanistan où il y avait des montagnes et où on cherchait à bombarder n'importe où. Les Américains n'ont jamais gagné cette guerre, ces deux guerres.
Mais Paul Biya, lui, il est convaincu qu'il va gagner ces deux guerres sans armement, en allant tout simplement avec des forces spéciales, des noms pompeux qui ne peuvent rien faire. La preuve, c'est que au moment où il le fait, le 6 septembre, qu'est-ce qu'on a vu? Carnage. Un bus de Golden Express qui quittait de Douala et qui se rendait à Boya, qui a été attaqué par, je crois bien, les Ambazoniens ou les séparatistes. Puisque, pour l'instant, on ne sait même pas qui est qui sur le terrain. Tellement c'est bien un no man's land, c'est un état sans droit. Eh bien, lors de cette attaque violente, dans le car qui transportait 14 personnes, on a eu 6 morts, et c'était des civils. 8 blessés graves. Les morts, les blessés ont été transportés à Boya, dans ce qu'on appelle l'hôpital régional. Et puis le lendemain, le ministre de la Communication, René Sadi, est sorti pour dire, oui, c'est une attaque barbare. Nous condamnons avec la dernière énergie ces gens qui veulent mettre de la terreur et qui sont lourdement armés. Voilà l'expression. Lourdement armés. Donc, l'État du Cameroun aujourd'hui, le gouvernement camerounais aujourd'hui, est en train de dire aux Camerounais que il y a des terroristes lourdement armés qui sont incapables de pouvoir anéantir depuis 2017, alors qu'ils n'avaient que des armes de chasse. S'ils sont lourdement armés, comment peuvent-ils donc demander aux parents d'envoyer leurs enfants dans ces écoles-là? Comment peuvent-ils prétendre assurer la sécurité à 8 millions de personnes? Selon l'ONG Human Rights Watch, au moins il y a déjà eu 4000 morts dans cette guerre-là. 77 000 personnes se sont réfugiées au Nigeria. Et 600 000 ont quitté leur village pour se réfugier soit à Yaoundé, soit à Douala. Et ce n'est pas terminé. Ça, c'est des estimations et des statistiques encore provisoires. Comment peut-on faire une rentrée dans ces conditions-là? Le gouvernement camerounais, qui pourtant prétend être si fort, si bon, est maintenant en train de compter sur les États-Unis. En disant, oui, nous avons eu un entretien avec le nouvel ambassadeur des États-Unis et qui a dit qu'il va maintenant faire ce que Paul Biya a demandé, à savoir qu'ils vont arrêter les anglophones qui sont aux États-Unis et qui financent le terrorisme. Mais ça, c'est de la naïveté. Puisque, première des choses, lorsqu'on voit ce qui s'est passé toutes ces dernières années, les États-Unis, bien au contraire, ont décidé que maintenant les Camerounais qui fuient la guerre peuvent faire 18 mois. Et d'ailleurs, les charters qui devaient venir à Yaoundé, eh bien, ça a été stoppé. Et du coup, les États-Unis sont déjà en train de les protéger. Et de surcroît, les États-Unis, dans leur constitution, reconnaissent le port d'armes. Vous ne pouvez donc pas empêcher aux Ambazoniens ou aux anglophones de se ravitailler en armes, puisque les armes se vendent aux États-Unis. Et pas seulement. On en trouve au Nigeria. Et le Nigeria est un pays voisin. Et les frontières du Cameroun sont parmi les plus poreuses du monde. Comment vont-ils donc faire pour pouvoir surveiller toutes ces frontières-là? Et voilà la plus grande difficulté. Les États-Unis, le 7 juillet 2021, Blinken, qui est le secrétaire d'État américain aux affaires étrangères, alertait déjà les autorités camerounaises sur une situation, à savoir que on allait faire les restrictions des visas par rapport aux personnalités impliquées dans la guerre des deux régions anglophones. Les États-Unis imposaient le dialogue. Et les États-Unis disent que la seule issue de ce conflit, c'est le dialogue.
Paul Biya, lui, quand on finit de lui dire ça, il va plutôt avec des forces spéciales. Donc, on va dialoguer avec les forces spéciales. Et vous dites que les Américains vont collaborer avec vous pour aller arrêter les Amazoniens alors que vous avez envoyé les forces spéciales là-bas. Mais ce régime-là est vraiment en train de perdre pédale. Puisque c'est incroyable. C'est même inimaginable. On vous dit allez au dialogue. Vous refusez le dialogue. Vous dites que nous allons par des armes. Et vous empêchez aux autres d'avoir des armes. Et du coup, je vous le préviens, les Amazoniens envisagent maintenant d'utiliser des drones. Et ces drones-là vont frapper à plus de 20 km. C'est-à-dire qu'ils n'auront même plus besoin de s'approcher des véhicules. Ils vont tout calculer. Ils sont en train de faire des formations actuellement. Et puis, boum, ils vont lancer. Ça peut atterrir aussi à Yaoundé. Ça peut atterrir n'importe où. Et je vous avais dit que les Amazoniens ont dit, et surtout Marianta, lorsqu'elle a pris le pouvoir, qu'ils ont déjà trop pleuré. Que ce soit pour Ngarbou, que ce soit à gauche et à droite, on a vu des enfants parfois à l'école se faire assassiner et où le gouvernement a souvent plaidé pour balles perdues. Que non, ils allaient aussi faire que ceux qui viennent des régions francophones ou qui vivent dans des régions francophones, les civils, qu'ils puissent aussi subir. J'avais prévenu. J'avais dit que les civils seront maintenant attaqués. Ce n'est donc que le début, puisque personne n'a pris en considération ce que j'avais dit. Rappelez-vous, j'ai dit ça, qu'ils vont attaquer même l'aéroport. J'ai annoncé ça. J'ai annoncé qu'ils allaient attaquer les véhicules. Est-ce que le gouvernement, dans ses BQR, les bulletins quotidiens de renseignement, est-ce qu'il a pris cela au sérieux? Non. Donc, mise en danger de la vie d'autrui, c'est le gouvernement qui en est victime. Même si je n'ai jamais soutenu que les Amazoniens tuent qui que ce soit, ou que l'armée tue qui que ce soit, parce que le sang humain, le verser, c'est de la malédiction. D'un côté comme de l'autre. Il n'existe pas, même pour des hommes d'État, un droit de tuer, d'ôter la vie et de dire que les autres doivent subir. Quand on va à la guerre, qu'est-ce qu'on dit? À la guerre comme à la guerre. Et le 9 septembre, pendant que Sadi vient de faire encore son discours creux, vaseux, eh bien, encore une attaque qui, maintenant, au sud-ouest, a tué 2 militaires. 2 militaires encore. De la même façon. Cela veut dire que les explosifs vont continuer. Comment voulez-vous donc que l'école continue puisque les Amazoniens ont dit que la seule chose qu'ils veulent, s'il faut qu'il y ait de l'école, peut-être dans un mois, il faudrait que les livres d'histoire, qu'on n'enseigne plus l'histoire du Cameroun francophone, mais que ce soit leur livre d'histoire. Or, nous, exactement comme peut-être les colons français, les colons anglais, on dit avec nos livres du Cameroun francophone pour aller imposer au Cameroun anglophone. Ils trouvent ça insupportable. C'est de la provocation. Mais vous dites que de force ou de gré, il y aura école. Qui ira donc à l'école? Combien de meurtres, combien d'assassinats il y a déjà eu dans des écoles, dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, combien à l'université de Boué, combien? Et jusqu'à quand? Pourquoi ne veut-on pas discuter? Aujourd'hui, on se retrouve donc avec un pays pauvre et très endetté, qui n'a fait que prendre des dettes pour aller maintenant alimenter une guerre qui ne pourra pas gagner. Le roi Biya n'a rien à voir avec des vrais monarques, parce que les vrais monarques
développent leur pays. Les vrais monarques, nous les voyons, que ce soit au Bahreïn, à Oman, où vous pouvez voir des monarques qui ont fait 40, 50 ans, ou encore même au Qatar. Oui, au Qatar, il y a bien des monarques. Oui, partout là-bas, on ne peut pas dire que c'est la démocratie qui a apporté le développement. Mais c'est la gestion du pays, des ressources naturelles, qui apporte le développement. Ces pays-là n'ont pas fait la guerre contre leur propre peuple. Et ces pays-là n'ont jamais accepté qu'un seul souverain puisse profiter rien que pour lui sans développer le pays. Paul Biya devrait peut-être s'inspirer du Qatar, puisque lui, il va faire 40 ans au pouvoir, mais qu'on apprenne peut-être aux Camerounais qui aiment la monarchie républicaine, au moins de regarder comment le Qatar s'est développé. Tout le monde a les yeux au Qatar. Tout le monde respecte aujourd'hui le Qatar, même s'il n'y a pas les droits de l'homme. Quand on va au Qatar, c'est comme si on était dans un petit paradis. Et pourtant, le Qatar a-t-il même une superficie d'un Konsamba? Le Qatar a-t-il été un pays tombé du ciel? Non. Le Qatar, aujourd'hui, tout le monde regarde là-bas. Et c'est là-bas où se tiendra la Coupe du Monde, dans une monarchie qui a réussi. Certains en Afrique aiment toujours louer Kadhafi. Oui, Kadhafi a passé 40 ans au pouvoir, mais il a développé son pays, qui était un grand désert. C'est cette nostalgie qui fait que beaucoup croient qu'en restant longtemps au pouvoir, on est forcément meilleur. Tout le monde n'est pas Kadhafi. Et tout le monde n'est pas et n'a pas la mentalité des pays du Golfe. Paul Biya est resté 40 ans au pouvoir. A-t-il développé son pays? On ne peut donc pas comparer Paul Biya à Kadhafi, ni prendre ce qui se passe dans des monarchies occidentales ou des pays du Golfe pour aussi justifier la longueur du mandat de Paul Biya et applaudir. Ceux qui, parfois, se cachent derrière le fallacieux prétexte tout simplement de la colonisation française, d'un panafricanisme mauvais aloi, sont juste en train de vouloir aussi cacher leur incompétence. Oui, j'ai décrié ce que l'Angleterre, la couronne royale, a eu à faire contre le continent. J'ai décrié tous ceux qui ont eu à piller. Mais ces pays où ils ont pillé, ces pays sont au moins plus développés que les pays francophones. Et au-delà de ça, comme on le dit, ils ont aussi été violents. Le Qatar a été colonisé par l'Angleterre. Et le Qatar n'est devenu indépendant que 10 ans, voire 11 ans après le Cameroun. En 1971.
c'est là où le Qatar devient indépendant. Qu'est-ce qu'il y avait au Qatar? Rien du tout. C'était un pays où les gens ne vivaient que de la pêche. Nous, à l'école, on nous apprenait que les pygmées vivaient de la pêche, de la chasse, de la cueillette. Mais eux, c'était un pays hyper pauvre. Hyper pauvre. Et bien sûr, quand l'indépendance arrive, on va voir un roi qui va s'installer et puis qui sera d'ailleurs destitué par son fils, Al-Thani. Puisque Ahmad, comme on l'appelait, enfin, les noms sont trop longs, donc je préfère abréger. Il était parti en Iran chasser les faucons, et puis son fils a décidé derrière lui que non, cette histoire-là, je vais arrêter ça. Et hop, il a pris le pouvoir, seulement un an après. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La première chose, c'était de réduire le train de vie royal. C'est-à-dire que dans nos États, qu'est-ce qu'on fait? Le budget de l'État, le budget qui va à la présidence, rien que pour Paul Biya, ses avions, sa nourriture, son vin, 1,5 milliard chaque mois. Lui, il a interdit tout ça. Il a dit, on ne fait pas ça. Le pétrole dont on parle est comme ça. Il y avait déjà le pétrole qui avait été sondé dans les années 1920, exactement presque les mêmes années que le Cameroun. Mais en réalité, que ce soit du pétrole ou du gaz, c'est à partir des années 80 qu'on va songer à faire, à exploiter le pétrole et du gaz. Et d'ailleurs, quand on parle des années 90, qu'est-ce que le Qatar, Al-Thani, va décider? Il va dire, mais non, au lieu que les gens viennent prendre du pétrole, comme on prend là, on va faire des raffineries. Tout comme aussi avec le gaz. C'est ainsi qu'on va donc créer 14 usines. Il va développer les écoles, va faire venir les étrangers. Il dit bien, c'est un petit pays. Donc, le pétrole du Qatar se transforme en Qatar. Et il a fait ça avec des Occidentaux. Parce qu'en Afrique, on dit non, chassons les Occidentaux, non, ils viennent nous exploiter. Mais non, le Qatar s'est développé avec les Occidentaux. Mais les Qataris ont dit aux Occidentaux que nous voulons la technologie. Et les industries doivent rester ici. Chez nous, on prend tout le pétrole, on envoie brut. Regardez ce que Biya est en train de faire encore là. Ils avaient dit que on a créé la SNH, on a créé la SCDP. Mais le Cameroun importe le pétrole, étant producteur de pétrole. C'est donc comme ça que le Qatar a réussi non seulement à produire. Le Cameroun produisait plus de pétrole que le Qatar, hein, puisque le Qatar produisait dans les années 90 seulement 5400 barils par jour. C'est-à-dire qu'en dessous du Cameroun. Mais cet argent n'était pas volé. Cet argent était stocké pour faire des investissements et aussi pour diversifier l'économie. Diversification de l'économie. Pas seulement que vous utilisez les matières premières et vous ne les diversifiez pas. Et qu'est-ce qu'on a donc fait? Le Qatar a donc réussi à devenir un véritable hub mondial. De telle sorte que, aujourd'hui, lorsqu'on voit, là il y aura la Coupe du Monde, le stade où se jouera la Coupe du Monde, c'est au Stadium Lusail. C'est là où Samuel Eto'o est parti pour l'inauguration de ce stade. Ce stade est le plus beau, certainement, du monde. Enfin, pour l'instant. Le stade Lusail, les constructions ont commencé en 2017. Le stade Paul Biya,
La première pierre a été posée en 2008 et ce n'est pas encore terminé. Le stade de Louzaï, c'est 80 000 places. Le stade Paul Biya, c'est 50 000 places. Ou 60 000, comme ils disent. Et le stade Louzaï, à l'intérieur, non seulement c'est de la climatisation, parce que Louzaï, il faut déjà vous dire, c'est à peu près à 20 km de Doha. Et c'est un désert. C'est-à-dire qu'il n'y avait que le sable. Rien, avec les fortes températures. C'est pour ça que les stades sont climatisés. Le toit accueille, c'est-à-dire que de par le système de la climatisation, eh bien, ça renvoie au niveau du toit. On recueille ces eaux usagées qui sont utilisées pour arroser les fleurs. Quand vous arrivez maintenant là-bas, il y a les arbres, il y a les fleurs partout. Mais on vous dit que c'était un désert. Et que ce désert, c'est en 2005 que l'État qatari a décidé d'appeler les architectes pour leur dire, est-ce que vous pouvez nous dessiner une nouvelle ville? En 2005. Paul Biya était au pouvoir. Louzaï. Les architectes ont dessiné. Les constructions ont commencé en 2013. Aujourd'hui, Louzaï peut accueillir, c'est-à-dire que rien qu'au niveau des immeubles, Louzaï accueille 200 000 personnes, 200 000 appartements, 200 000, 170 000 personnes y travaillent. Et cette ville-là, cette nouvelle ville qui vient d'être créée, peut accueillir 450 000 personnes sans embouteillage. Allez voir les routes, allez voir les immeubles. On est en train de danser au Cameroun. Oh, l'immeuble est quand? C'est à 29 mètres de haut. Oh, yo, c'est 9 étages. Hey, yeah, vraiment, il a fait ceci. Hey, il a sauvé tout le peuple. Mince. Allez voir les tours Marina. Mais là-bas, les immeubles, c'est 211 mètres de haut. 211 mètres. 211 mètres de haut. Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire quoi? Le Cameroun a le pétrole, le Cameroun a le gaz, le Cameroun a de l'or, comme le Qatar n'a pas le diamant, le manganèse, le fer, les arbres et tout. Qu'est-ce qui nous manque? Nous avons un roi fainéant, c'est tout. C'est un roi qui ne sert à rien. Voilà Louzaï. Allez voir ce qu'il y a là-bas. Oui, le mondial est là. Une ville qui a été construite seulement de 2013 à 2012. C'est-à-dire que, mais c'est incroyable. Qu'est-ce que Paul Biya a construit? Qu'est-ce qu'il a construit? Vous allez seulement dire que, wow, c'est les Français qui ont fait, oh, c'est les Anglais qui ont fait ceci. Je dis bien que les Français ont des entreprises et exploitent le pétrole là-bas, à Dubaï. Pas à Dubaï, au Qatar. À Doha, ils sont installés, puisque c'est beaucoup plus les étrangers qui sont installés là-bas. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nos dirigeants font? C'est hallucinant. Et on se plaint seulement des autres. Oui, c'est vrai, les Occidentaux sont venus puiser. Mais comme je le dis bien, aussi au niveau du Qatar, on a puisé. Mais comment se peut-il qu'un tout petit État qui ne vaut même pas, qui est comme Balmayo, qui est comme Konsamba, dépasse tout un Cameroun? Qu'on va voir 8 stades. Et vous savez, Paul Biya, lui, il s'est levé. Un pays où vous n'avez pas d'eau à boire, vous n'avez pas d'électricité. Paul Biya se lève, oui, je vais organiser la Coupe du Monde. Et eux aussi se mettent à danser. Hein? Les Biamorais se mettent à danser. Et les gens vont venir voir l'immeuble les camps, sans route. Donc les gens vont voir les tours de 211 mètres. D'autres même sont à 300 mètres de haut. Et vous dites que
avec vos stades qui sont inachevés là. Le pot de pangolin quitte déjà. Vous avez vu le stade Lusail? Les Camerounais vont jouer là. Le Cameroun joue contre le Brésil au stade Lusail. C'est le 2 décembre 2022. Le match du Cameroun. Sans oublier que la finale, là-bas, c'est le 18. Comme Samuel et toi dit que nous, on apporte seulement la Coupe du Monde, dont le Cameroun va jouer la finale aussi là-bas. Mais ce n'est pas là-bas où il y aura le match d'ouverture. Hein, parce qu'il y a 8 autres stades. Il y a 8 stades qui ont été construits. Le Qatar n'avait qu'un seul stade. Et ils ont décidé que le monde entier vienne voir parce qu'ils veulent les touristes, ils veulent ceci et ils veulent une notoriété internationale. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On construit les stades. Mais ils n'ont pas imaginé ça comme nous les Africains. Comme le Paul Biya. Le stade de Paul Biya aujourd'hui a abandonné. Japoma a abandonné. Tout ce qu'il a fait là, c'est abandonner, ça ne sert à rien. Vous savez ce que le Qatar a déjà prévu? Après la Coupe du Monde, on enlève les chaises des stades. Parce que ce n'est pas un pays de football. Ces chaises-là seront même offertes aux associations ou aux pays qui veulent faire le sport, qui veulent s'amuser, qui veulent faire... ce n'est pas leur problème. Le stade de Lusail, par exemple, on va y construire des écoles. Juste après la Coupe du Monde. Les écoles vont sortir là. On va garder une partie pour le sport. On va y construire des hôpitaux. Là-bas aussi, on va construire des supermarchés. Donc, ça va rapporter et ça va donner une main-d'œuvre. Voilà ce qu'ils ont déjà tout prévu. Les architectes ont déjà tout dessiné. Et tout ça sera fait en moins de 3 mois, en moins de 6 mois après la Coupe du Monde. Vous repartez là-bas, vous ne reconnaissez plus le stade. Parce qu'ils savent que garder un stade, tout ça et tout. Regardez, tout ça que vous avez voulu faire là, ça donne quoi? Ça produit quoi? C'est ça qui paye les salaires des fonctionnaires? C'est ça qui envoie les enfants à l'école? On est parti enterrer de l'argent pour rien. Voilà donc comment est-ce qu'on fait. Comment on fait une politique. C'est là, vous allez voir que le Qatar a plutôt des problèmes contre l'Égypte, ils peuvent avoir des problèmes contre le Bahreïn, contre les Émirats Arabes Unis, contre tel et tel, contre des pays voisins. Mais le Qatar ne va pas faire la guerre contre les Qataris. Ça n'existe pas. Chez nous, on fait la guerre contre les Amazoniens, non les Camerounais contre les Camerounais. Les Amazoniens appellent les soldats camerounais les Kelebe. Voilà. Moi, de toutes les façons, lorsqu'on voit ce qui est en train de se passer, on sait tout simplement que notre pays, ou celui qui le dirige, a lamentablement échoué avec, bien sûr, aujourd'hui, ceux qui sont là avec lui, que lui-même a nommé, et qui, la seule chose qu'ils donnent, qu'ils offrent au peuple camerounais, c'est la distraction du football. Le football, oui, tout le monde parle de la Fédération camerounaise de football, tout le monde parle de Samuel Eto'o, tout le monde parle de la Coupe du Monde, on va dans les bars, on fait ceci, on fait cela. C'est comme ça qu'on nous a détourné des vrais problèmes de la société. C'est comme ça qu'on nous a détourné du développement. C'est comme ça qu'on nous a détourné de pouvoir imaginer les vrais projets, de regarder ce qui se passe ailleurs. On regarde toujours les derniers, jamais les premiers. Le Qatar devrait au moins faire que les Camerounais, les Africains se demandent qu'est-ce qu'ils ont fait comme miracle. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Il y a juste la volonté des hommes politiques. Il n'y a pas que c'est seulement les Occidentaux qui font qu'on ne soit pas développé. Oui, on va prendre la Russie, la Chine et tout et tout et tout. Non! C'est faux! Tant qu'on a la mentalité de ces gens-là, qui nous conduisent sur des futilités et qui refusent d'investir pour la postérité,
qui refuse de mettre des infrastructures dignes de son nom, eh bien, on ne continuera qu'à sombrer. Le Cameroun est en train de sombrer terriblement et nous sommes dans le culte ou alors dans la promotion des personnes qui ne méritent même pas d'être présentées à la jeunesse. Puisque ce sont ces gens-là qui nous dirigent, mais c'est aussi eux qui sont de très très grands bandits. La présence de Jean-Pierre Amourou Belinga avec Atanakuna a fait quand même beaucoup de mal aux côtés de Mbonda Yolo. Beaucoup se sont découragés, ceux qui ont parlé de la vertu outragée. Et d'ailleurs, un conseiller de Paul Biya, à savoir Georges Ewane, lui-même, il a fait une note au président de la République où il parlait de la profanation de la présidence de la République. Cette lettre a fuité alors qu'elle était adressée à Paul Biya parce que Georges Ewane a été chef de pôle au niveau de la CRTV radio et il est parti au niveau d'Etoudi pour faire son travail et c'est ce travail-là qu'il a fait avec un rapport sur les réactions des Camerounais à travers des réseaux sociaux. Les Camerounais qui, bien évidemment, comme vous, comme moi, ceux qui ont encore au moins une probité morale, sont indignés de voir. Et c'est ce qu'il a écrit à Paul Biya, rappelé à Paul Biya, que voilà un ministre qui se présente, qui est reçu en pompe avec photo à l'appui au palais, et pourtant il vient de passer 4 ans de prison pour détournement des deniers publics, et il n'a eu à être libéré que parce qu'il a restitué le corps du délit estimé à 1,265 milliard. Et que, quelque temps après, il soit là avec Jean-Pierre Amourou Belinga, qui lui-même est considéré comme un délinquant fiscal et qui crée, bien sûr, chaque fois des scandales, non seulement à travers ses sorties, mais aussi ses menaces vis-à-vis de personnalités des impôts. Mais curieusement, cette lettre qui a été adressée à Paul Biya a encore été cotée par Paul Biya à Mbonda Yolo. Vous comprenez quelque chose? C'est-à-dire que je porte plainte contre vous auprès du juge. Et le juge reprend la plainte pour vous donner. Voilà donc à quoi Paul Biya joue. Parce que il nomme quelqu'un qui doit faire le travail, qui doit lui donner des notes, qui doit lui confier des informations. Mais au lieu de trouver quelqu'un qui est neutre, eh bien, comme aujourd'hui, il y a une rivalité entre Ngongo et Mbonda Yolo, et qu'aujourd'hui la balance penche du côté du pouvoir qui doit être légué à un autre boulot comme lui, eh bien, il prend et donne à Mbonda Yolo pour dire, en fait, le Georges Ewane là, puisque la note est sortie à partir du secrétariat de Ngongo, le voilà. Et effectivement, Ngongo est proche de Georges Ewane selon les derniers éléments que nous avons eus comme enquête. Mais quand même, gérer les cas par des intrigues, par cogner seulement les têtes, par créer des guerres de cette envergure et des clans, c'est quelque chose qui va faire qu'après Paul Biya, nous allons connaître
des moments terribles de règlement de compte. Peuple camerounais. Ce qui se passe actuellement à Étoudi est très grave. On n'a jamais vu dans une république des personnalités aussi au pied de guerre. Et chacun a beaucoup d'argent. Et chacun a ses troupes. Qu'est-ce que Paul Biya veut laisser au Cameroun? Après moi le déluge, Paul Biya a entrepris de faire entendre, auditionner Ngongo par les éléments du TCS. Et bien sûr que Ngongo a voulu camoufler, effacer cela de nos mémoires et vouloir faire croire que c'était des montages de ce qui venait de nos imaginations fleuries. J'étais le premier à vous le dire. Mais la réalité est là, parce qu'il sera encore entendu, non seulement sur les cas du Covid, mais sur d'autres choses où il est beaucoup cité. N'oubliez pas qu'il était quand même celui-là qui pilotait la task force de la CAN. Et n'oubliez pas également que lui qui détient la signature, la délégation des signatures par Paul Biya, est aujourd'hui beaucoup trempé, même s'il a toujours l'appui de la première dame, parce que la première dame ne peut pas lâcher, parce que Ngongo a fait ses marchés, a volé avec les enfants de la première dame, ainsi de suite. Mais en même temps, la première dame balance aussi, dans la mesure où elle sait que quand son mari, Paul Biya, qui n'a pas de sentiments, et qui sait déjà qu'elle protège Ngongo, quand Paul Biya est déjà en train de se retrouver au bureau très tôt le matin, alors que ce n'est pas souvent le cas, qu'il est même un peu souffrant, eh bien on imagine et on attend un remaniement. Qui, pour donc remplacer Ngongo au secrétariat général à la présidence, qui, pour remplacer peut-être Mwandayolo qui espère occuper le fauteuil de son père, toutes ces intrigues aujourd'hui nous amènent à la situation que nous sommes en train de vivre avec des coups de poignard très dangereux et surtout un avenir qui risque de tourner en guerre civile. Je n'aime pas être le prophète de Malaki, mais l'après Biya risque d'être un véritable bain de sang. Parce que le palais est habité par les enfants de Satan, qui se détestent les uns les autres et qui veulent se manger comme des poissons. Moi, j'ai fait des enquêtes et j'ai dit, Mwandayolo, qui paraissait si lisse, est un homme de très mauvais réseau et qui punit la veuve, l'orphelin. Mwandayolo a volé le terrain de certaines familles pour filer ça à sa fille, refiler ça à Moubelinga, narguer les Camerounais. Mwandayolo l'a fait. Et après avoir fait cela, parce que j'ai dénoncé cela, sa fille Kathleen, elle n'est plus au Cameroun. Cela veut dire que si ces gens-là sentaient ce pays en paix, comme ils disent, sa fille n'aurait pas pris fuite. Elle est déjà à Paris. Comme son épouse elle-même. Qu'est-ce que ces gens sont en train de vouloir nous annoncer? Lorsqu'on voit qu'ils mettent déjà leurs enfants et épouses à l'abri, ou alors leurs épouses et femmes ont préféré s'enfuir, cela veut dire qu'ils savent qu'il y a quelque chose de mauvais qui se prépare à Étoudi. Et lorsqu'il y a quelque chose de mauvais qui se prépare à Étoudi, nous autres, nous devons alerter le peuple camerounais de ce que, préparez-vous, achetez vos sacs de riz. Chacun aujourd'hui a non seulement des doubles nationalités, mais aussi ils ont des passeports étrangers. Regardez par exemple Kathleen Mwandayolo. Lorsque vous prenez cette fille-là, elle a acheté le terrain sans travailler. Oui, papa a beaucoup d'argent. Disons comme ça. Mais elle a acheté avec quelle pièce d'identité? Sur le document, c'est écrit qu'elle est camerounaise. Archi faux.
Elle est française. Comme Sylvie Vondayolo. Elle est française. Elle détient un passeport français. Mais ces gens-là qui refusent la diaspora, qui refusent la double nationalité, ils piétinent la loi. Ils vont faire maintenant des passeports camerounais à leurs enfants pour acquérir des terrains. Et maintenant, pour voyager, elle ne demande pas le visa. Elle prend le passeport français. Elle monte dans l'avion. Quand Vondayolo me montre à quel endroit son épouse et sa fille ont demandé les visas. Donc vous voyez donc que quand ils vont voler le terrain de la famille Ndingue et d'autres terrains à gauche et à droite, ils utilisent les passeports, les identités de la République du Cameroun, alors qu'ils sont français. Et ils viennent se réfugier. Vondayolo avait déjà fait sa société ici. Regardez aussi qu'à un certain temps, lorsque ça commençait à bouillonner, celui qu'on appelle le SGPR, Ferdinand Gonga, lui aussi il avait envoyé son épouse en Israël. Les temps sont mauvais. Et dans tout ça, vous voyez un individu qui réapparaît, qu'on appelle Atanakuna. Beaucoup disent, non, Biya, vraiment, il va frapper. Mais, je peux vous dire, si Atanakuna est sorti, et j'ai révélé cela avant même la sortie, qu'il y avait 500 milliards en Suisse. Et surtout, dans les paradis fiscaux, ils ont mis de l'argent là-bas. Et dans ces paradis fiscaux, il faut qu'il aille. Je vous ai dit qu'il avait un passeport canadien. Voilà quelqu'un qui est ministre au Cameroun. Et il a un passeport canadien. Et aujourd'hui, ils ont fait des passeports au niveau de la Guinée-Bissau, où ils ont installé un réseau. Le réseau de la Guinée-Bissau est en train de tourner en plein régime. Ils ont déjà des passeports diplomatiques. Donc, dès que ça se gâte, ils s'en vont. La Guinée-Bissau donne directement accès au Portugal. Donc, ils ne viennent plus en France. Ils ont prévu maintenant aller au Portugal. Et Atanakuna ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que lorsqu'il va ramener l'argent qu'on lui demande maintenant, que ce soit les trucs de la CDE, parce qu'il y a eu la pression de certains de ses collaborateurs qui sont des trafiquants ici et qui sont entrés au palais. C'est eux, aujourd'hui, dans la crise énergétique, dans la crise de l'eau, qui disent que la seule façon de régler la crise de l'eau, c'est de faire revenir Atanakuna. Parce que Paul Biya a dit, mais pourquoi il n'y a plus d'eau? Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, on a divisé ne serait-ce que Yaoundé. Partie Est, ça doit venir tel jour. Partie Sud, partie Nord. C'est maintenant qu'on connaît qu'il y a les parties Est, Sud, Nord et machin, tout et tout. Hein. Pour avoir l'eau une fois par semaine. Et ce depuis des mois. Ils sont en train de me faire la pression sur Paul Biya. Ouais, les gens risquent de sortir parce qu'il n'y a pas de l'eau. Et pour que nous, on vienne investir, parce que c'est lui qui était avec les Belges, les Hollandais, à Tanakuna. C'est lui qui a fait tous ces réseaux-là. Sans oublier aussi que lorsque il y a été, que ce soit les Sonatrel et tout, il maîtrise tout ça. Ce sont ces réseaux qui sont donc en train de saboter aujourd'hui et qui créent les coupures intempestives d'eau et les coupures d'électricité. Et comme ça, Atanakuna est réhabilité. Atanakuna revient donc maintenant comme un sauveur, un détourneur. Et ce sont ces Européens, alors qu'on nous dit, oh, nous on est avec les Suisses, oh, Paul Biya ne veut plus les colons et tout et tout.
C'est eux qui sont avec Paul Biya. C'est eux qui écrivent à Paul Biya. Et c'est avec eux que Mondayo le traite pour dire qu'il faut faire revenir à Nakuna. Et pendant ce temps, Mondayo a dans son camp quelqu'un qui, bien évidemment, aujourd'hui, est aussi en train de monter et de sortir des plumes comme un pan, parce que hier on ne l'entendait pas, lorsque on a arraché son passeport, lorsqu'on lui a interdit de sortir du pays, et aujourd'hui il a recommencé à parler très fort, à savoir Jean-Pierre Amougou Belinga, qui a aussi un très très grand rôle dans ce qui est en train de se passer en tant qu'usine pour le blanchiment et aussi en tant qu'usine à passeport diplomatique et aussi en tant que homme de grandes parpouses, homme de grands secrets, de bas de jupon, homme du chantage. Voilà donc la République de Paul Biya. Voilà donc là où on nous mène aujourd'hui, dans le brigandisme, dans ce qu'on peut qualifier d'État complètement, totalement voyou. Le Cameroun, aujourd'hui, ce sont les voyous qui font la pluie et le beau temps. Quand on parle de ces États voyous et de ces voyous qui font la pluie et le beau temps, j'ai donc cité Jean-Pierre Amougou Belinga également. Je devrais tout simplement, pour évoquer ce sujet, rappeler que quand vous vous unissez pour faire du mal à quelqu'un, plus tard, ceux-là qui vous ont employé vont aussi vous tuer, vont aussi vous assassiner. Ceux qui vous ont utilisé vont devenir vos ennemis demain ou après-demain. C'est ce qui se passe aujourd'hui entre Jean-Pierre Amougou Belinga et Gongon et Moutazé et un homme qui est son cousin, le cousin de Jean-Pierre Amougou Belinga, Joe de Nemvan. Vous connaissez qui est Joe de Nemvan? Je vous explique. Vous avez pu découvrir sur les réseaux sociaux une convocation adressée à un certain Joe de Nemvan, directeur d'Info Télévision, directeur d'Info Matin et directeur du journal La Météo. Ces journaux et cette télévision sont des instruments que Amougou Belinga a utilisés pour souvent diffuser de fausses informations contre moi, venant en soutien aux mensonges grotesques de Vision Mille Collines et ses reportages empiriques. Dieu de Nemvan est donc le cousin, ou tout au moins l'ami intime de Jean-Pierre Amougou Belinga. Et eux tous ont fréquenté les mêmes personnes, ont assuré les mêmes coups. Et d'ailleurs, c'est dans ces journaux-là que tantôt on me qualifiait d'homosexuel, tantôt on me qualifiait de quelqu'un ayant été opéré de je ne sais où, dans n'importe quel hôpital. C'est dans ces journaux qu'on disait que j'étais marié à une vieille blanche, quoi là, je ne sais pas, Shell, je n'en sais rien. Ils ont donc fabriqué toutes ces histoires-là et ils étaient tout contents. Aujourd'hui, c'est maintenant Dieu donné 20 qui comprend que
Amougou Belinga est un vrai loup. Le 6 septembre 2022, le directeur d'Infovision, la chaîne de télé émettant sur Yaoundé, a été convoqué à la direction de la police judiciaire, porte 106. Il a tremblé et il n'est pas parti. Il a envoyé ses avocats, son avocat. Mais là-bas, on lui a dit de ne pas partir. Là-bas, on a dit à l'avocat que ce n'est pas lui qu'on voulait, mais qu'on voulait celui qui n'est pas parti et qu'il fallait qu'il revienne personnellement se présenter. Il sera donc auditionné selon la convocation qu'il cache le 20 de ce mois, le 20 septembre 2022. À la sortie de cette convocation, il prendra la direction de Kondengui, selon le plan préétabli par Jean-Pierre Amougou Belinga. Jean-Pierre Amougou Belinga a donc décidé de mettre son frère en prison. Pourquoi? Le prétexte utilisé est que Dieudonné Mbengue avait pris un crédit auprès de sa société, enfin, auprès de sa caisse d'épargne qu'on appelle Vision Finance. Selon nos enquêtes, ce crédit s'élevait à 20 millions de francs CFA. Et c'était pour financer la chaîne de télévision Info TV ou Info TV. Ça dépend de vos appellations. Sur les 20 millions de francs, Dieudonné Mbengue a remboursé 18 millions de francs CFA. Et maintenant, Amougou Belinga lui dit, ce n'est pas ça que je veux, il te reste à rembourser 12 millions de francs CFA. Vous comprenez donc que là, il ne s'agit plus d'une affaire de dette. Parce qu'aucune banque au monde ne peut demander les ajouts de plus de 50%. Les intérêts de 50%. Même si vous allez à l'usure, on ne peut pas vous demander jusqu'à payer pour 20 millions de rembourser 30 millions. Voilà comment est-ce que Jean-Pierre Amougou Belinga agit contre son propre frère. Quand je viens parler ici, on dit que c'est la jalousie. Et c'est avec son frère-là qu'il me combattait. C'est avec son frère-là qu'il tirait contre tous les autres bêtis et cambétis. Avant d'aller construire son immeuble volé là, sur le terrain d'autrui, et il va mettre écan. Voilà donc Jean-Pierre Amougou Belinga, qui cherche à mettre, qui va mettre son frère en prison. Mais la vraie raison, c'est quoi? Il y a 3 motifs. 1. Mbengue. Aujourd'hui, Dieudonné, Jean-Pierre Amougou Belinga soupçonne ou bien l'accuse qu'il s'est allié en Ngongo. Comme je vous ai dit que c'est une affaire de clan. On recrute les journalistes. Ils sont payés, c'est des journalistes à gage. Donc maintenant, Mbengue a pris fait et cause pour Ferdinand Ngongo. Alors que, de l'autre côté, Amougou Belinga a pris fait et cause pour Motazé, Mvondayolo, et que maintenant, il accuse Mbengue d'aller le trahir. Voilà donc le vrai problème. Et il a dit dans leur réunion, comme maintenant il est avec Ngongo, et comme Ngongo va partir là, je verrai comment, qui va financer ça. Comme Ngongo lui donne de l'argent pour venir payer la dette, n'est-ce pas? J'ai dit, il disait que lui aussi il va revenir avec moi. Non? Va alors voir Ngongo. Je vais voir comment il va faire maintenant. Moi, je vais fourrer mes mbok. Moi, je vais fourrer mes mbok. On va mettre en Kondengui là-bas, il va d'abord dormir au Kosovo. Voilà les projets hein, contre son frère. Dans la lutte des clans.
comme j'ai dit. Et ce qui est le plus énervant chez lui, c'est que dans cette optique, dès qu'il a vu Mvang tourner le dos pour aller soutenir Ngongo, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Première des choses, il a d'abord coupé le câble, Canal Sat. Canal Sat, par ses relations, il a réussi à faire que ça n'émette plus. Mais le crime de lèse-majesté, c'est que Parfait Aïssi a passé le temps à chanter les louanges d'Amougou Bellinga. Parfait Aïssi a été utilisé pour insulter Obama lorsque Jean-Pierre Amougou Bellinga l'a chassé. Je vous rappelle bien que Parfait Aïssi, c'est un gars bêtis. Hein? Je vous rappelle bien que Obama, c'est un gars bêtis. Hein? Donc un gars écran. Parce que jusqu'à présent, quand on dit que oui, c'est le seul qui aide les bêtis et tout. Voilà comment est-ce qu'il a fait. Maintenant, Aïssi est parti chasser les rapalmistes. Aïssi a commencé à souffrir. Aïssi a commencé à maigrir. Et le même Aïssi a été exploité, livré par Amougou Bellinga chez ses amis, un Sud-Africain. C'est ce Sud-Africain-là qui va donner le sobriquet de perfecto à Parfait Aïssi. Parce qu'il aimait quand Parfait Aïssi balançait les fesses. Vous voyez, Parfait Aïssi mettait toujours les cintrés là. Il balançait les fesses. Donc le gars, quand il voyait ça, il touchait comme ça. Perfecto. Je ne peux pas imaginer la suite de ce qui s'est passé. Perfecto. J'ai dit bien que c'est comme ça que Amougou Bellinga utilise ces journalistes comme des appâts, quand lui-même il ne les saute pas. Parfois, ici donc a été récupéré par Mvang. Amougou Bellinga trouve que c'est très grave, parce que après avoir jeté Parfait ici, dont on ne sait pas exactement, parce que personne ne va dire ce qui s'est passé entre eux. Parce que moi, on ne parle pas des affaires qui se passent entre les quatre murs. Je ne sais pas. C'est à eux de vous dire ce qui s'est passé là-bas. Mais aujourd'hui, Parfait Aïssi a repris. Et il faut se dire qu'il a aussi son public, qu'il le suit un peu. Et Amougou n'est pas d'accord. Et maintenant, il a aussi pris une fille là qui présentait le 12h. Puis c'est dès qu'il a commencé à faire le harcèlement à son cousin, qui est aussi de la même foi qu'on a, eh bien, Parfait ici a dit, bon, dans ce cas, est-ce qu'on peut prendre aussi celle-là? Allez, Dieu donné lui a dit que, prends-la, Bessala. Et Bessala allait demander aussi aux hommes là ce qu'ils faisaient, enfin, moi, je ne parle pas. Je vous ai dit que les affaires entre quatre murs là, je ne parle pas. C'est elle qui présentait le journal de 12h. Et maintenant, c'est elle qui fait la matinale chez Info TV. Voilà donc là où la sorcellerie va commencer, le haut niveau. Aujourd'hui donc, ceux-là qui hier étaient des frères sont au pied de guerre. Et pourtant, ceux-là qui nous disent qu'ils vont arracher les terrains d'autrui pour défendre le peuple écan, ils se sont réunis un beau jour, une centaine de chefs, pour dire à Amougou, il ne faut plus continuer à insulter les Ekambeti. Il faut maintenant savoir que tu es Zomlois des Zomlois. C'était flat, c'était le 7G 2020, quand il avait fini d'insulter, de faire que les Jean-Jacques Zé insultent le délégué du gouvernement, Barkangele, à la télé dans une émission spéciale que lui-même avait organisée. Après avoir fait tout ça, boum, il a chassé Jean-Jacques Zé. On lui avait donc dit qu'il y avait au moins une centaine de ces faux chefs-là. Et quand, soi-disant les Kambeti, Amougou Bellinga, ils lui ont donné toutes les bénédictions. Qu'il doit être digne devant le peuple écan. Le voilà donc, je prends donc, quand vous citez les noms Jean-Jacques Zé et Kambeti, Nadine Patrice Amangue et Kambeti,
Parfois ici. Et Kambeti. Dieu donné. Et Kambeti. Ernest Obama. Et Kambeti. Bessala. Et Kambeti. Ngongo, même qu'il poursuit. Et Kambeti. Mais, quels sont ces hommes-là? C'est à peu près comme si on vous disait que la reine d'Angleterre met tous ses enfants en prison parce qu'elle veut régner seule sur terre. C'est comme si on vous disait un chef, au lieu de protéger ses gens, il expose ses gens, les vend, les assassine, fait tout ce qui est gravement méchant. C'est pour cela que j'ai toujours dit, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ça ne sert pratiquement à rien parce que le Cameroun a plusieurs ethnies. Et nous ne pouvons pas bâtir un pays sur le socle ethnique, sur le socle tribal. Tous ceux qui sont en train de mijoter cela sont les ennemis de la nation. On ne peut pas aujourd'hui, dans un pays où Amadou Ahidjo nous a appris à vivre ensemble, en créant la République unie du Cameroun, être aussi divisé aujourd'hui. C'est pour ça que je dis, avec Amougou Belinga, ça ne vaut pas la peine. Et que lui est l'incarnation de la division du peuple et Kambeti. Je devrais maintenant conclure, parce que j'ai dit que je n'allais pas être très très long, par juste une dernière note sur Samuel Eto'o. Mais compte tenu du fait que aujourd'hui c'est un jour spécial, je vais m'arrêter momentanément tout en vous promettant peut-être refaire un autre live. Mais je salue tous ceux qui ont pris le temps de m'écouter. Je remercie tous ceux qui sont là pour beaucoup partager. Je ne peux pas tous les citer, je ne peux même pas les citer aujourd'hui parce que c'est un jour assez spécial pour Lady Ponce. Mais je vous dis merci de m'avoir écouté et à la prochaine pour un autre live des dossiers noirs du samedi soir. Et cette fois-ci, ce sera à la fois sur YouTube